Je vais vous dire un secret. C'est une chose extrêmement mystérieuse, mais que, sans se l'expliquer, savent tous ceux qui ont eu à conduire une campagne électorale. Le premier soir, vous savez si ça va marcher ou pas. Le premier soir. Et avoir cette salle impressionnante et amicale et chaleureuse, ça dit quelque chose de l'histoire que nous allons vivre ensemble. Et c'est une histoire qui, de combat en combat, va nous mener, je le crois, sans hésitation, sans doute, jusqu'à la victoire dont la France a besoin. Alors, ce n'est pas tout à fait un secret, je viens des Pyrénées. Et s'il y a un ou deux Pyrénéens dans la salle, je les salue avec affection. Voilà, ils ont le mal du pays, ça les fait bramer. Est-ce que je puis dire un seul mot à nos amis porteurs de cornes de brume? Je déteste les cornes de brume. Il est aussi têtu que moi, celui-là. Non, je trouve que ça ressemble à d'autres et un peu moins à nous. Et donc, je vois que monsieur est connaisseur. Je viens des Pyrénées, mais j'aime beaucoup le Nord. Et je me disais cela hier soir en traversant les allées du marché de Noël. Il y a une magie du Nord. Parce que le Nord, c'est une communauté courageuse et chaleureuse. Il y a une magie du Nord parce que ce sont des femmes et des hommes vaillants, comme on dit chez moi, et solidaires. Et il y a aussi pour moi dans le Nord, je veux vous le dire, j'espère éviter l'émotion trop forte, il y a dans le Nord pour moi une magie de l'amitié. Ce que vous avez entendu s'exprimer, Olivier Henno, le président de la Fédération du Nord, Francis Vercamer, le député-maire de M, Gérard Vignoble, le député-maire de Ouescale, vous comprendrez que je fasse juste une mention particulière pour Gérard Vignoble. Pas par politique, simplement parce que quand je dis vaillant et courageux, vous comprendrez que les amis de Gérard Vignoble savent ce que ça veut dire. Valérie Létard, la jeune sénatrice du Nord, dont quelque chose me dit qu'elle a beaucoup d'avenir, les autres aussi, je m'empresse de le dire, mais je trouvais utile de le rappeler devant vous à Lille. Francis de Courrières, qui doit être quelque part dans la salle, je ne sais pas où il est, en tout cas je le salue. Tous ceux qui, avec nous, Jacques Richir, que je vois au premier rang, tous ceux qui, avec nous, forment cette équipe qui a traversé tant et tant de combats, et qui est... Pardon ? Oh, mais attendez, j'en étais au Nord, pas au Pas-de-Calais encore. Voilà, bien rattrapé à la branche, Jean-Marie. Dans le Pas-de-Calais, Jean-Marie Van Lerenberg, sénateur maire d'Arras. Et puis au premier rang de la salle, les brillants députés, sénateurs, parlementaires européens qui sont là, qui sont venus pour être avec nous pendant ce meeting. Je veux les saluer. Un petit mot particulier pour Marielle de Sarnez qui dirigera la campagne
que nous allons conduire. Un petit mot particulier pour le général Morillon. Pour Jean-Marie Cavada. Pour Jacqueline Gouraud, présidente des élus démocrates. Pour Rudy Sall, député de Nice. Pour Jean-Jacques Zégou, sénateur du Val-de-Marne. Pour Michel Huneau, député de la Loire-Atlantique. Pour Philippe Nogric, sénateur d'Ille-et-Vilaine. Pour Marcel Deneux, sénateur de la Somme. Et puis j'avais un autre ami dans le Nord. Il n'est plus là, il est passé de l'autre côté, ça arrive à chacun d'entre nous. Mais hier soir encore, dans les quartiers de M, une jeune femme qui avait été conseillère municipale d'André Diligent à Roubaix me parlait de lui. Et j'ai encore dans l'oreille sa dernière phrase, quand je suis allé lui rendre une ultime visite, et lui, comme moi, nous savions que ce serait la dernière fois que nous nous voyions sur cette terre en tout cas. Et au moment de partir, il a tendu vers moi sa main qui était devenue très fragile et très amaigrie. Il a pris ma main dans la sienne et il m'a dit « Ne cède jamais ». Eh bien, je dis à André Diligent ce soir que nous n'avons jamais cédé et que nous n'avons pas l'intention de le faire. C'est donc un meeting heureux parce que c'est le Nord, mais c'est aussi la France. La France qui a le plus urgent besoin qu'on lui parle vraiment. Et ça fait des années et des années qu'on a cessé de lui parler. On lui a fait des promesses, on a accumulé les promesses, on a fait miroiter les lendemains qui chanteront. À chaque élection, comme par miracle, on annonce des milliards d'euros de dépenses. Je vous signale que, selon l'association qui fait le compte des promesses des partis politiques, ils en sont l'un et l'autre à plusieurs dizaines de milliards d'euros de dépenses publiques dans un pays qui est accablé par les déficits et par la dette. Et nous avons choisi un autre chemin, parce que nous ne redoutons rien tant que les désillusions qui suivent les illusions. Et Dieu sait si les 25 dernières années de l'histoire de la France ont été, hélas, si propices à la multiplication des désillusions et aux yeux qui regrettent les illusions perdues. Nous, notre ennemi, ce sont les désillusions de demain. Et c'est pourquoi nous allons faire cette campagne en labourant le pays comme on laboure une terre pour mieux semer et pour mieux récolter. Parce que nous allons faire une campagne de réalité et pas une campagne d'illusion. Et les 2 jours que nous venons de vivre dans l'agglomération de Lille, les collèges, les hôpitaux, les associations, les jeunes femmes issues de l'immigration, les chefs d'entreprise installés dans les zones franches, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont la vie du Nord, nous les avons rencontrés et nous ne cesserons pas de leur parler les yeux dans les yeux, de leur parler comme des hommes responsables parlent à des femmes et des hommes responsables lorsqu'il s'agit de leur avenir et de l'avenir de leurs enfants. Voyez-vous, depuis 25 ans, dans notre pays, on a vécu sur l'air malsain
de la revanche perpétuelle. Deux partis, et deux seuls, se sont succédés au pouvoir, l'un après l'autre, se remplaçant à chaque élection sans exception. Nous avons eu 8 élections depuis 1981, nous avons eu 8 fois l'alternance. 8 fois, on a pris ceux qui étaient en place, on les a mis à la porte pour les remplacer par ceux qui étaient en place la fois précédente. Deux partis qui se rejettent mutuellement et constamment la responsabilité de la situation du pays. Chaque fois qu'une décision est prise par l'un, elle est combattue par l'autre. Et chaque fois que l'alternance intervient, les nouveaux élus se mettent immédiatement à défaire ce qu'avaient fait les précédents. Ce système de la revanche perpétuelle, c'est aussi celui de l'impuissance perpétuelle. Et c'est parce que nous refusons le système de l'impuissance perpétuelle que nous sommes là ce soir, tous ensemble, par milliers, car nous savons qu'aucune des réformes que la situation de la France exigeait n'ont été ni proposées ni conduites à leur terme, ni la réforme de l'État, absent de zones entières de notre pays, ni la réforme des finances publiques, le panier percé national qui fait que tous les jours, nous dépensons, l'État dépense plus de 20% de plus que ce qui rentre dans ses caisses. Ni la réforme du Code du travail, devenu illisible et incompréhensible, ni la réforme des régimes spéciaux, ni la réforme des minima sociaux, ni une politique suivie pour les banlieues, ni la réforme de la fiscalité, ni la réforme des universités, ni une proposition sérieuse pour l'Europe, malgré ce coup de tonnerre qu'a été le non au référendum, ni la fin des zones de non-droit, ni l'accomplissement des promesses de 2002. On disait tolérance zéro. Oh, ça voulait dire quelque chose que les Français avaient compris, mais qui malheureusement n'est pas entré dans la réalité. Nous avons fait, c'est vrai, parce qu'il faut être juste une part, une étape seulement de la réforme des retraites. Et cette partie du chemin, nous l'avons soutenue. Mais pour le reste, qui peut prétendre que la sécurité aille mieux en France aujourd'hui qu'il y a 5 ans? Qui peut prétendre que la dette de notre pays a baissé? Qui peut prétendre que les RMistes sont moins nombreux? Qui peut prétendre qu'on voit moins de SDF dans les rues de notre pays? Hier, nous avons passé plusieurs heures avec des jeunes femmes dans le quartier qu'on appelle difficile de M. Je crois beaucoup aux femmes pour l'avenir des banlieues. Je crois beaucoup aux femmes en général pour l'avenir de la société française. Mais je crois beaucoup aux femmes pour l'avenir des banlieues. C'est une réflexion que je me suis faite récemment quand nous avons appris cet épouvantable drame de cette jeune fille, elle aussi issue de l'immigration, transformée en torche vivante dans un bus incendié par des criminels imbéciles dans la banlieue de Marseille. Et je me suis dit ce jour-là, jusqu'à quand les femmes, jusqu'à quand vont-elles subir? Jusqu'à quand vont-elles laisser leurs gamins se transformer en criminels et terroriser leurs sœurs? Je me suis dit qu'un jour viendrait où il y aurait une révolution des femmes dans les quartiers. Et moi, en tout cas, j'aiderai de toutes mes forces et autant que je le pourrai à cette révolution des femmes pour sortir les banlieues du drame où elles sont enfoncées. Nous étions dans ce quartier. Vous savez combien il y a de chômage parmi les jeunes dans ce quartier? Parmi les jeunes, 48% de chômeurs. Comment voulez-vous que le pays se redresse sans un effort qui ne ressemblera à aucun autre?
Où que je tourne mes regards, quand j'envisage la situation de la France, notre patrie, notre pays, je ne vois que des chantiers immenses à entreprendre. La banlieue, c'est un chantier immense. Vous voulez que je vous dise, c'est un chantier à l'échelle du siècle. La situation des garçons et des filles, deuxième, troisième génération de l'immigration, c'est un chantier immense. Hier, il y avait une jeune fille qui était là, et elle nous disait ceci, que je cite à peu près exactement. « Qu'est-ce qu'il vous faut comme preuve quand vous nous parlez d'intégration ? Qu'est-ce qu'il vous faut comme preuve ? Nous avons fait des études, nous ne portons pas de voile puisque vous nous avez demandé de ne pas le faire. Nous acceptons toutes les règles du mode de vie de la France républicaine. Nous sommes diplômés, nous sommes dévoués, nous voulons travailler et quand celui qui doit nous embaucher, quand il voit notre nom ou qu'il voit notre visage, on nous ferme la porte au nez. Et les garçons qui étaient dehors, c'était pareil et c'était pire. Et est-ce que vous croyez qu'une telle angoisse, qu'une telle maladie de notre pays, qu'une maladie de l'âme de la France, qu'une maladie comme celle-là, est-ce que vous croyez qu'elle peut se résoudre avec une moitié du pays perpétuellement dressée contre l'autre et acharnée à détruire constamment et définitivement ce que l'autre entreprend? Je ne le crois pas, et je crois que vous ne le croyez pas non plus. Et l'éducation, et la dette, qui croît tous les ans depuis 25 ans et qui aujourd'hui nous écrase. Est-ce que vous savez combien on prélève sur la dette sur chacun de ceux ici qui travaillent? On lui prélève entre 2 500 et 3 000 euros par an pour payer la dette de la France. Et qui, parmi vous, ne voit pas qu'il y a un lien de cause à effet entre cette légèreté nationale et la difficulté désormais où nous sommes tous avec les fins de mois, la difficulté où nous sommes de boucler le mois quand le 20 ou le 25 arrive, y compris pour les salaires moyens, c'est-à-dire ceux qui, hier, réussissaient à vivre et à faire des économies. Eh bien, le mensonge qui était sous la promesse des 35 heures et le mensonge qui est sous le laxisme de la dette ont conjugué leurs effets pour que les Français s'appauvrissent. Et il faudra un immense effort national pour qu'on retrouve au contraire le chemin de la prospérité et de l'aisance pour ceux qui, en France, ont la volonté de travailler et le désir de s'en sortir. Là, vous avez le droit d'applaudir, comme ça je bois un coup. Cela demande, tout cela, à quoi il faut ajouter les délocalisations, le climat, les retraites, le trou de la Sécu, la situation des personnes âgées, et on pourrait ainsi défiler tous les chapitres de la vie nationale. Tout cela exige un effort à notre pays comme il n'en a pas été produit depuis 50 ans. Ce qu'il va falloir d'imagination, d'intelligence, de compréhension de l'autre, de pédagogie, pour relever ainsi la France pierre à pierre. Eh bien, votre présence le dit, et notre combat va le dire. Aujourd'hui, en France, c'est campagne électorale. Mais le jour venu, quand seront éteints les lampions de la fête, si se trouve élu l'un des deux candidats des partis de la revanche perpétuelle, ceux qui attendent l'élection suivante pour reprendre le pouvoir perdu à l'élection précédente. Alors, je le dis avec certitude, au bout de 6 mois, aucun problème n'aura trouvé sa réponse.
et la déception et la rage et la colère formeront toutes les conditions d'un séisme pour notre pays. Je ne veux pas et nous ne voulons pas que reviennent la désillusion et la gueule de bois. J'ai jugé en conscience que notre pays méritait mieux que cette mortelle impuissance. J'ai jugé en conscience qu'il fallait proposer à notre pays et à nos concitoyens de sortir de l'impasse où la nation s'épuise depuis 25 ans. Et je veux proposer cette issue sur des idées claires. Je veux le faire sur une stratégie nationale. Et c'est le premier sens, si vous le permettez, du slogan que nous avons mis sur cette tribune. La France de toutes nos forces. Nous devons identifier et soutenir les forces de notre pays, car ces forces sont grandes. Ces forces, elles sont d'abord les forces de femmes et d'hommes, la richesse humaine de la France. Et c'est pourquoi le premier choix, la priorité de l'action qui devra être conduite par un gouvernement, quel qu'il soit, et je souhaite qu'il soit de rassemblement, ce premier axe, c'est éducation, recherche, entreprise. Je crois qu'il faut rebâtir l'école républicaine avec une ligne de conduite, non pas le renoncement, l'acceptation des ghettos, manifestée par exemple par la suppression de la carte scolaire, mais l'exigence de l'excellence dans tous les collèges, de tous les quartiers, de toutes les petites villes qui forment le tissu humain de la France républicaine et à qui nous devons, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur situation sociale et de fortune, quelles que soient leurs relations, à qui nous devons les chances de réussir aussi bien qu'on réussit au cœur du 6e ou du 7e arrondissement de la capitale de la France. Je crois qu'il faut réformer l'université pour qu'enfin, je salue les étudiants nombreux ce soir. Et je salue les professeurs, nombreux ce soir. Puisque vous êtes là, ça me donne l'occasion de dire que puisqu'il faut rebâtir l'école républicaine, il faut arrêter de prendre les enseignants comme cible et bouc émissaire généralisé lorsqu'on analyse la crise de l'école qui vient en bout de course après tous les échecs de la famille, les échecs de l'urbanisme, les échecs de la ville et les échecs de l'économie. C'est l'école qui reçoit les gamins quelquefois abîmés et les gamins quelquefois brisés. Eh bien, moi, je pense que si l'on veut rebâtir l'école républicaine, il faut commencer par soutenir les enseignants qui forment l'école républicaine. Je vous raconte simplement une anecdote à ce sujet. Ministre de l'Éducation nationale, j'ai un jour demandé une enquête parce qu'il y avait un surprenant paradoxe qui ne correspondait pas aux règles habituelles des analyses sociologiques. Ce paradoxe, c'était qu'il y avait des enfants issus de familles culturellement favorisées qui échouaient, et il y avait des enfants issus de familles culturellement en situation difficile qui réussissaient très bien. Et j'ai demandé une enquête pour qu'on essaie de comprendre pourquoi la réussite et l'échec, malgré ce que tout le monde racontait, n'étaient pas directement la conséquence de la situation culturelle de la famille. Et la réponse de l'enquête a été sans équivoque. Je vous la livre parce qu'à mon avis, elle ne vaut pas seulement pour les familles françaises, elle vaut pour l'ensemble de la nation. L'enquête a conclu que réussissaient les enfants
dans les familles desquelles l'école était estimée, respectée et soutenue, et échouaient les enfants dans les familles desquelles l'école était critiquée et méprisée. Donc je crois qu'il faut réformer l'université. Et il faut réformer l'université d'abord en lui donnant les moyens de son existence. Il est honteux que nous soyons le pays de l'OCDE qui traite le plus mal son université. Et il faut réformer l'université pour que quelqu'un, enfin, puisse, en France, comprendre quelque chose à la manière dont l'université fonctionne. Et il y a beaucoup de gens, y compris parfois les ministres de l'Éducation nationale, qui ont du mal à s'y retrouver dans le labyrinthe des conseils divers et variés qui sont aujourd'hui la structure de l'université française. Il faut changer la gouvernance des universités. Troisièmement, quand on n'a pas de pétrole, disait autrefois une publicité, il faut avoir des idées. Eh bien, je pense que c'est la recherche qui est l'avenir de la France. Je pense qu'il faut des chercheurs formés en France, et pas comme maintenant, des chercheurs formés en France qui vont exercer dans les laboratoires américains parce qu'ils ne trouvent pas à s'impliquer dans la recherche privée ou publique dans notre pays. De sorte que l'État, la société, le contribuable français consentent l'investissement pour former des garçons et des filles, et ces garçons et ces filles vont apporter le fruit de cet investissement et le fruit de leur recherche aux laboratoires, dans les laboratoires des pays qui les recrutent, et d'abord dans les laboratoires américains. C'est très flatteur pour la France que ces étudiants réussissent ainsi dans la recherche mondiale, mais c'est une perte incroyable pour notre pays, perte d'investissement et perte de substance, que nous consentions à cet exil perpétuel. Je pense qu'il faut faire l'investissement nécessaire. J'ai proposé que le budget de la recherche publique en France augmente de 5% tous les ans pendant 10 ans. Et j'ai proposé à tous les partis politiques français de co-signer cet engagement, de sorte que, quel que soit le gouvernant, cet engagement soit respecté, qu'il devienne non pas l'engagement d'un candidat ou d'un parti, mais l'engagement de la nation face à elle-même. Et non seulement je pense qu'il faut que les chercheurs français reviennent en France, que ça serait bien pour notre pays, mais je pense qu'il y aurait encore mieux. Il faut attirer en France des chercheurs qui auront été formés et auront fait une partie de leur expérience dans les autres pays. C'est pourquoi j'ai proposé que nous créions un avantage fiscal pour les chercheurs qui auraient déposé des brevets et qui, installés dans notre pays, pourraient ainsi déployer leurs talents et leurs connaissances grâce à l'effort que nous aurons consenti pour les aider. Et puisque je parle de création, parlant de création, j'ai parlé d'éducation. Parlant de création, j'ai parlé d'université. Parlant de création, j'ai parlé de recherche. Et sur le même plan, je veux mettre la création d'entreprises, l'esprit d'entreprendre. Je crois que quoi qu'on nous raconte, c'est l'entreprise d'abord qui crée l'emploi et que la meilleure politique de l'emploi, c'est le soutien à l'entreprise. Je pense qu'il faut aider et soutenir en particulier la petite entreprise, en lui simplifiant la vie et en la protégeant et en la soutenant, comme les États-Unis ont décidé de le faire en adoptant ce qu'ils appellent le Small Business Act en 1953. Et depuis 53 ans, les États-Unis appliquent pour leur plus grand profit cette politique dont je crois qu'elle est juste simplification, soutien à l'entreprise et, parce qu'il faut aussi vivre, réservation pour les petites entreprises
d'une partie des marchés publics des collectivités locales et de l'État des États-Unis. Dans le chapitre du soutien aux entreprises, je crois qu'il y a des centaines de milliers d'emplois gelés dans notre pays, qui ne peuvent pas être créés simplement parce que, pour la structure qui est décidée à les accueillir, le poids d'un emploi chargé, c'est trop lourd, surtout au début de la vie des entreprises. Voilà pourquoi je propose qu'on donne à chaque entreprise française la possibilité de créer 2 emplois nouveaux par entreprise sans charge. Je pense que ces 2 emplois nouveaux, ce n'est rien pour une très grande entreprise, c'est beaucoup pour une toute petite. Et je ne demande rien d'autre comme condition que la création de l'emploi nouveau. Je suis opposé à l'idée qu'on réserve cette aide aux emplois bas de gamme, aux emplois au SMIC, aux emplois sans qualification. J'aime l'idée que nous allons créer des emplois pour les diplômés, des emplois pour les bacs plus, aussi bien que pour les bacs moins. Nous allons faire jaillir une source d'emploi qui est pour l'instant gelée dans notre pays. Ça, c'est le premier chapitre de notre action. Renforcer nos forces. Puis il y a un deuxième chapitre. Corriger nos faiblesses. Je crois que nous devons, de gré ou de force, sortir de la politique d'endettement perpétuel qui prélève, je le disais à l'instant, chaque année 2 000 ou 3 000 euros sur une famille française moyenne. C'est pourquoi je propose que l'on inscrive dans la Constitution de notre pays l'interdiction de présenter un budget en déficit de fonctionnement. Il est normal et il est juste. Il est normal et il est juste qu'on puisse emprunter pour financer de grands investissements. C'est normal pour une grande université, c'est normal pour un grand hôpital, c'est normal pour un grand équipement comme un aéroport, parce qu'on va le partager avec 20, 30, 40, 50 ans de générations qui viennent. Mais il n'est pas normal que nous fassions payer par les générations qui viennent le prix de notre vie de tous les jours, et en particulier pas normal que nous financions par l'emprunt le prix de notre santé de tous les jours. Corriger nos faiblesses. Je crois qu'un pays qui accepte d'avoir dans les rues de ces villes autant de sans-domicile fixe que nous en avons, je crois que ce pays n'est plus un grand pays, que c'est un pays qui piétine ses valeurs, qu'il n'est pas acceptable qu'il y ait des dizaines de milliers d'hommes et maintenant de femmes qui dorment dans la rue, sur les bouches de métro, exposés à la pluie et au vent. Je crois qu'il faut un plan d'urgence pour des logements, même des logements sommaires, mais un plan d'urgence pour que ces SDF retrouvent le minimum de dignité qui fait que notre société aussi retrouvera la dignité qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Corriger nos faiblesses. Je crois que l'exclusion devrait nous empêcher de dormir. Je crois que nous ne devrions plus supporter le lent glissement parmi nous, au milieu de nous. Écoutez bien, d'1 300 000 personnes. Il y avait 1 million de RMistes en 2002, il y a 1 300 000 RMistes aujourd'hui. d'1 300 000 personnes vers le désarroi, puis, parce que c'est ça la réalité, vers la honte. Perdre toute estime de soi au point de ne plus oser croiser le regard des autres. Je crois donc qu'il n'y a qu'un moyen de rendre
à ces centaines de milliers de personnes, seules celles en tout cas qui peuvent remonter la pente. Il n'y a qu'un moyen de leur rendre l'estime d'elles-mêmes, c'est de leur proposer, en même temps que le RMI, une activité indemnisées dans des associations ou des collectivités pour qu'elles se retrouvent enfin debout dans leurs yeux et dans les yeux des autres. Et après avoir corrigé nos faiblesses, je pense qu'il faut prendre en compte la vie de tous les jours. Et ce sera le troisième et très court chapitre de cette série d'engagements. Je crois qu'il faut nous occuper du pouvoir d'achat et nous en occuper sans démagogie. Il y a, à mes yeux, deux moyens pour augmenter vite le pouvoir d'achat des Français, en tout cas le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent. Je n'oublie pas, si vous me permettez de le dire, que les petites retraites, le minimum vieillesse comme on dit, est à 610,29 € par mois. Et que ceci devra être de toute manière un chapitre de l'action gouvernementale dans un pays qui lui aussi veut recouvrer la dignité des personnes qui lui sont le plus chères. Mais pour ce qui est du pouvoir d'achat du salarié, et pour parler de manière réaliste, il y a deux décisions qui peuvent être prises pour faire en sorte que les fins de mois deviennent un peu plus faciles. Pour ceux qui souhaitent ne pas travailler davantage, il y a une décision que l'on peut prendre, c'est d'améliorer, de débloquer la participation dans les entreprises, avec une incitation puissante à associer les salariés aux bénéfices de l'entreprise à la fin de l'année, des grandes entreprises comme des petites entreprises. Aujourd'hui, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, c'est bloqué pendant des années. Je pense qu'on doit rendre facile et attirante la participation des salariés dans l'entreprise. Ça, c'est pour tous les salariés. Et puis pour les salariés qui acceptent ou qui souhaitent travailler davantage pour gagner davantage, je propose une mesure de libération, en tout cas un changement profond du statut des heures supplémentaires. Aujourd'hui, les heures supplémentaires sont scandaleusement inéquitables. Parce que l'heure supplémentaire aujourd'hui, quand vous êtes dans une entreprise de moins de 20 salariés, c'est 10% de prime. Quand vous êtes dans une entreprise de plus de 20 salariés, c'est 25% de prime. Je voudrais bien qu'on m'explique ce qui justifie que le travail dans une entreprise de 20 vaille seulement 10% de prime et dans une entreprise de 21 vaille 25% de prime. Je considère que ça n'est pas juste. Je considère que ça n'est pas juste et même je considère que ça n'est pas assez. Et c'est pourquoi je propose que dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, l'heure supplémentaire rapporte aux salariés une prime de 35% pour tous les salariés et je propose que cette prime ne coûte pas 1 centime à l'entreprise. Je propose qu'on déduise la prime pour heure supplémentaire des charges sociales que paie l'employeur au bénéfice du salarié. Ainsi, si une heure supplémentaire rapporte, si une heure normale rapporte aux salariés 100, tous ceux qui sont là savent qu'à la louche, elle coûte à l'entreprise 200. Je propose que l'heure supplémentaire rapporte aux salariés 135 et qu'elle coûte toujours 200 à l'entreprise. De manière que pour l'entreprise, ce soit une heure normale, pour le salarié, ce soit une heure enrichissante et qu'on se trouve ainsi dans un échange équitable qui permettra à chacun d'estimer si oui ou non il a besoin d'arrondir ses fins de mois en travaillant davantage.
Cette idée que j'ai proposée dès 2002 n'a pas été retenue par le gouvernement. Je le regrette. Je m'empresse d'indiquer qu'elle est très différente de l'idée que Nicolas Sarkozy défend et que je trouve dangereuse sur le principe. Nicolas Sarkozy dit « on va supprimer toutes les charges et toutes les taxes sur les heures supplémentaires ». Dans ce cas-là, vous, naturellement, vous faites diminuer de beaucoup les rentrées dans la caisse de la protection sociale, ce qui veut dire que c'est les autres salariés qui vont devoir assumer la part de protection sociale qui ne sera plus assumée par ceux qui feront des heures supplémentaires. Je trouve cela injuste et dangereux et notre système beaucoup plus efficace et beaucoup plus juste, si je peux en dire du bien.